Eco-Trail Paris, 120 km, 1800 mètres de dénivelé, 2000 participants, 400 abandons, 21 heures pour finir cette course. Vous dire que tout s'est passé comme prévu serait un immense mensonge. C'est un retour à la réalité brutale qui a remis en question mon mental. Première question, pourquoi faire ce genre de course? Dépassement, défi sportif, folie. Pourtant, on est quand même 2000 personnes à participer. Alors comment cette idée de courir 100 km vient-elle dans nos têtes? Qu'est-ce qui nous pousse à appuyer sur ce bouton s'inscrire et débourser une somme astronomique pour tout simplement souffrir? On a posé une question similaire à la première personne qui a monté l'Everest. On lui a demandé pourquoi l'avoir grimpé. Et il a répondu parce qu'elle était là. C'est une question qui est légitime, mais surtout propre à chacun. Si vous demandez aux 2000 coureurs présents le 21 mars, il y aura 2000 résultats différents. Mais moi, je vais vous donner la mienne. Tout a commencé à Nice. Avant ça, je me posais même pas la question de faire des défis ou non. Mais c'est lors d'un dernier restaurant avec Tristan et Sylvain où l'on s'est naïvement demandé combien de temps on mettrait pour faire Paris-Toulouse à vélo. Mignon! Il est mignon là! T'as un beau t-shirt. Ça fonctionne pas comme ma vie. T'as oublié ton sac! Une idée a germé, et vu que j'aime bien être pris au sérieux quand je dis que je vais faire quelque chose, alors j'ai tout organisé. Paris-Toulouse en vélo, c'est 823 km. Notre objectif, c'est de le faire en 6 jours, soit un total d'environ 120 km par jour. Des défis qui me rapprochent au plus profond de moi-même. Et c'est pendant ce parcours que j'ai compris que c'était ce que je voulais faire. Alors j'ai enchaîné avec de la vitesse, avec comme objectif de faire 10 km en moins de 40 minutes, que j'ai échoué. Mais ce n'est que partie remise, et ensuite une participation à mon premier 80 km, et ça a été un massacre. C'est ma plus grosse leçon d'humilité. C'était censé être une course provisoire et c'est devenu mon objectif de l'année. Un boss final, mais j'ai encore zéro équipement ni aucun level de prix. Mais j'en sors grandi de tout ça. J'ai donné ce que j'avais à donner, la mission est réussie. À l'époque en plus j'étais déjà à 90 kg. Et je me souviens très bien de ce que je me suis dit après cette course. Plus jamais ça. Et donc après ça, je réduis fortement le run, parce que ça m'a mis un coup au moral un peu de me dire que je m'étais lancé dans des défis bien trop grands pour mon niveau actuel. Mais comme si c'était devenu une obligation, dans la semaine après avoir récupéré, alors que je ne voulais plus en entendre parler, eh bien, j'ai repris. En fait, c'est bon, je suis dedans. 20 km par jour pendant 6 jours. C'est le défi qui suivra le trail de 80 km. Alors pour certains, c'est sûr que ça peut sembler dérisoire, parce que courir 20 km par jour, en fait, c'est leur entraînement de base. Mais moi, à l'époque, j'avais pas un si gros volume que ça. En fait, courir 120 km dans la semaine, c'était rajouter 80 km à mon volume initial, ce qui est énorme. Et donc, à terme, j'y arrive. Chaque jour, j'allais faire mes 20 km sur mon lac, qu'on renommera d'ailleurs l'épreuve du lac. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ok, il commence à aimer l'endurance et ça serait légitime, normal, d'avoir ce cheminement de pensée. Sauf que non, cette semaine à 20 km par jour, j'ai détesté. Ça me faisait au possible d'aller faire ces 15 tours à la de J'en avais le ras de ces ça me faisait mais tellement. Donc si on résume bien la situation, je continuais de faire un truc que j'aimais pas, sans objectif derrière, auquel j'ai raté un défi. Et d'ailleurs, même dans la préparation de celui-ci, j'ai pris aucun plaisir. Bon, le mieux, ça serait quand même de prendre un peu de recul avec tout ça, de souffler un coup, et potentiellement de s'éloigner de la course longue, de l'endurance. Je viens de faire une course typique d'entraînement pour un 120 km, et c'est pas pour moi, j'ai pas aimé. Faut se rendre à l'évidence.
Bravo, vous avez fini bon dernier à l'Éco-Trail de Paris. Pour féliciter votre niveau catastrophique, on vous donne l'opportunité de vous inscrire à la nouvelle édition de l'Éco-Trail Paris, le 120 km. Vous aviez du mal à finir le 80, préparez-vous à souffrir 2 fois plus l'année prochaine. Non mais j'avais déjà galéré à finir le 80. 120, c'est un marathon de plus, c'est pas raisonnable. Déjà entraîne-toi mieux, refais le 80, à la limite, on a dit étape par étape. Là, il s'agirait pas de ne pas faire ce qu'on a dit l'année dernière. On essaye d'être raisonnable. Et t'aimes pas courir en plus. Qu'est-ce que j'irai foutre là-bas? Et en plus, je suis gros. Et merde. Bon, va falloir s'entraîner, hein. Six mois de préparation pour finir une course de 120 km, sauf que cette fois, pas de préparation en une semaine. Je veux faire les choses bien. Programme d'entraînement avec évolution, prépa physique, je voulais être prêt. Seule condition, on touche pas au poids. Je veux courir avec mon poids de forme, c'est-à-dire 90 kg. L'objectif de ces entraînements aura d'abord été d'augmenter sa vitesse en zone 2. Savoir courir de plus en plus vite, longtemps, sans trop me dépenser. J'ai commencé avec 3 runs par semaine, une moyenne entre 40 et 60 km à la semaine. Puis j'ai essayé de faire du D+, sauf que dans ma ville, il n'y a qu'une côte de 200 mètres à peu près. En sprintant, elle dure 40 secondes, en étant un peu plus lent, 1 minute. Et donc en gros, pour faire des entraînements à plus de 600 de dénivelé, il fallait que je la fasse 70 fois, voire 80 fois. J'ai vite arrêté ça. Et donc, j'ai repris l'entraînement sur le plat. Mais en augmentant les kilomètres à la semaine, avec une moyenne de 60 km par semaine, et j'ai tenu ça un mois. Ma plus grande sortie longue pendant cette préparation aura été de 40 km. Sortie longue, c'est parti. Allez, bientôt 20 km. Et après, ça part pour 2 fois le tour de cette ville. Là, il me reste 6 km sur les 40 là. Bon les gars, ils ont commencé, il faisait archi jour. Là, il fait vraiment nuit. Bon, niveau des jambes là, c'est vraiment chaud. Et ouais, là, les jambes, c'est des putains de bâtons. Mais on va finir le taf. Et pour terminer le dernier mois de préparation, j'ai fini avec un mois à 70, 90 et 120 km. Mois qui n'aura pas été de tout repos parce qu'en plus de ça, j'étais de travail tous les week-ends. Contrairement à l'année dernière, cette fois je suis prêt. Enfin, je pense que j'aurais fumé le 80 km, mais en faisant mes sorties longues, je me rends bien compte qu'à chaque fois je finis dans un sale état dépasser les 20 km. Après, en y allant lentement, je sais aussi que j'ai appris à mon corps à courir longtemps, 2 fois par jour par moment, et enchaîner des sorties longues et des petites sorties derrière sans trop me fatiguer. Jusqu'à la veille, j'ai encore un doute si je vais y arriver. Mes amis, eux, sont confiants, Tristan notamment ne doute pas de moi, Nico, quant à lui, c'est une autre histoire. Un détail aussi assez important que je n'ai pas abordé, c'est la bouffe. Car oui, c'est un sujet quand on fait 90 kg, on a besoin de manger. Et cela même quand on n'a pas faim, car c'est notre carburant. Et au moment où on ne veut plus manger, ou lorsqu'on ne peut plus, c'est la faim. Si des personnes plus légères peuvent s'en passer, pour mon cas, c'est impossible. Alors j'ai pris ce qu'il fallait. Gel maison, gel acheté, pommes potes vitaminées, magnésium. Je sais aussi que je n'arriverai pas à manger la moitié de ce que j'ai pris, mais je ne veux pas faire la même erreur que l'année dernière, c'est-à-dire ne rien manger. Cette fois, j'arrive prêt. 6 mois pour être prêt, 6 mois pour limiter la casse, 6 mois pour terminer cette course. Car oui, l'objectif de base, c'était de terminer cette course. L'objectif n'est pas de faire de temps, ni de classement, c'est bien de finir la course. Et j'ai basé toute ma préparation là-dessus. Endurcir mon corps au long run, à tel point qu'il soit capable d'endurer 120 km. Mais aussi mon mental, parce que la préparation s'est faite principalement en hiver. Et courir dehors après le travail quand il fait nuit, quand il pleut, quand il fait froid, c'est pas facile tous les jours. Mais bon, il est temps. Bon, certes, il y a 120 km à faire, mais comment la course se décompose? On commence à Rambouillet pour rejoindre l'étang de Hollande, et là, on a 16 km à faire. C'est le premier ravito. Si j'ai du mal à partir de là, c'est chaud.
Et non, c'est mort, j'aurais pas mal. Bref, le ravito, il est tranquille. Deuxième ravito, on est au château de Dampierre. Et ça, c'est au 42e kilomètre. Donc on a 26 km à faire. C'est l'étape la plus longue, celle-ci fera forcément mal, donc il va falloir la gérer. Après le château de Dampierre, on se dirige vers le château de la Madeleine. Là, c'est au kilomètre 55, donc 13 km. Et dans la continuité, c'est à partir de là que le D+, commence. Le golf national, c'est la base de vie. On vient d'atteindre le 66e kilomètre, la moitié vient d'être effectuée, les jambes commencent à crier, c'est pas le moment de lâcher. Buc, on est au 75e. On a fait 9 km normalement, c'est à partir de là que la course commence. Prochaine étape, 13 km. Jean Jaurès, un stade d'athlée. Pour ceux qui veulent rajouter à leur sortie longue un peu de fractionné, cette étape représente le début de la nuit. Marcel Bec, on est au 95e. Avant-dernier ravito, on s'apprête à faire l'étape la plus dure, celle qui rejoint notre dernier ravito. 16 km. Et le pont de Saint-Cloud, c'est dans la tête, il reste plus rien. Normalement, à partir de là, c'est gagné. J-0 du 120 km. Ressenti, tout est prêt. Demain matin, on va essayer de grailler et puis on se retrouve sur la ligne de départ. La particularité, comme dit juste avant, c'est que le premier tiers de la course, c'est que du run, sur du plat, pas beaucoup de dénivelé. Donc, faisons ce que je me suis entraîné à faire pendant 6 mois, courir. On ne lâche rien, on ne lâche rien. On a fait 10 km. Je vais très lentement, je fais pas les mêmes erreurs que l'année dernière. Histoire de m'économiser un maximum. Les descentes, je vais doucement. J'essaie de manger. Pour le moment, ça va. Je sens déjà des petites douleurs qui vont arriver, mais c'est normal. Hâte d'arriver au 16 pour refaire le plein et repartir sur de bonnes bases. Mais pour le moment, on est en gestion. On est en gestion pour le moment. Premier ravito, j'ai les jambes qui fonctionnent bien, il fait chaud, je ne pars pas vite contrairement à l'année dernière, je laisse tout le monde me dépasser, je maintiens mon rythme à un BPM très faible. L'objectif, il faut que je m'ennuie. On a cependant un problème, il y a beaucoup de bitume, j'essaye de m'économiser au maximum, mais c'est presque impossible. Premier ravito, je ne resterai pas plus de 10 minutes. Avec la poubelle. Ravito extrême. On a fait le premier ravito, 16 km, on a un peu plus même. Et là on a une grosse étape là, jusqu'au 42. Là je vais commencer à appliquer la technique de 15 minutes de course et bien vu. Et 3 minutes de marche. J'applique ensuite la même méthode, être le plus lent possible. Sur le plus long segment, on a quand même 26 km à faire, il y a un peu plus de forêt, beaucoup de lignes droites interminables, et c'est là où je commence à appliquer ma stratégie des 20 minutes de run et 3 minutes de marche. Sauf que vu que je me sentais bien, et bah en fait je voyais pas trop l'intérêt de m'arrêter. Au bout des 20 minutes, je pouvais continuer encore 30, 40 minutes, marcher 1 minute et repartir. Je repoussais à chaque fois, et ce sera ma première erreur. Là je viens de repartir du ravito. Là c'est parti pour 24 km. Je suis à 16, 7 et le prochain est à 42. J'ai mangé vite malheureusement. Je commence à avoir mal au bide. Je vais aller moins vite. Alterner course et marche. Et ça va le faire, je commence à avoir une ampoule là, de votre pied gauche. Et bon ça c'est habituel. Ah et on garde le même rythme. On se crame pas.
L'année dernière, lorsque j'ai voulu faire cet éco-trail, j'étais seul, que ça soit dans la course comme pendant les ravitaux. Mais là, cette année, c'est différent. J'ai une personne qui m'accompagne sur tous les ravitaux, des amis qui viennent me voir de temps en temps, et ensuite, j'ai sympathisé avec quelqu'un qui aura eu un rôle décisif sur toute ma course, Guillaume. On était à un point où tout le monde était stoppé parce qu'en fait, il y avait une énorme flaque de boue, mais très très profonde. Du coup, on attendait que chacun passe via une branche qui était située en plein milieu de cette flaque, ce qui générait des bouchons. J'ai pas voulu attendre et j'ai en fait sauté dans la flaque pour aller plus vite. Choix audacieux ou choix débile, je vous laisse décider. Bref, j'ai les jambes remplies de boue. En fait, on n'est quand même pas beaucoup à s'être sali de cette façon-là. Les autres ont bien attendu, etc. Et en fait, quand je commence à courir, j'entends derrière moi, oh la vache. Du coup, je me retourne et je dis à cette personne-là, ouais, il y en a qui ont pas eu autant de chance. Et en fait, cette personne, c'était Guillaume. Je le savais pas encore, mais on fera pratiquement toute la course ensemble. Il y a beaucoup de routes. Je me suis entraîné pour ça. Ça reste dur. On va s'économiser là dans 5 minutes, je vais commencer à remarcher tranquillement. On arrive à un point de ravito sauvage au 32e et je décide de le laisser là car j'avais encore de l'eau et je me sentais encore bien. Je voulais pas couper ma course. D'ailleurs à ce moment-là je me souviens très bien, je me dis que c'est quand même dommage, on commençait à parler, à discuter et puis on avançait bien, ça faisait passer le temps beaucoup plus vite. Sauf que là c'est l'heure du D+. On a couru 42 km, nos jambes sont affaiblies et c'est maintenant qu'on va en avoir le plus besoin. Ah oui, bientôt le 42e kilomètre. Deuxième ravito, l'étape la plus longue bientôt bouclée. Mal aux jambes mais c'est normal. L'échauffement est bientôt terminé. Je repars et le corps en fait suit, il se réchauffe plutôt vite. Sauf qu'à un moment donné, au bout des 50e kilomètres, je commence à ralentir. J'avais arrêté d'appliquer ma règle de marcher, courir, et là, je me stoppe et je marche. Quand soudain, je sens quelqu'un qui me tape derrière le dos et me dit « Bah alors, ça fait bien plus de 3 minutes là que t'es en train de marcher ». C'était Guillaume. Et là, je me dis « Ok, le gars est solide » parce que pour moi, j'avais plus le revoir. Je l'avais laissé au 32e kilomètre vu que j'avais accéléré en plus. Et pour moi, je passais pas trop de temps à ravito en plus. Je m'étais dit que j'allais faire ma course et lui aussi de son côté. Mais en fait, ça m'a fait un bien fou de le voir. Parce qu'il m'a obligé à recourir et derrière, avoir son rythme. C'était en fait un rythme de croisière. Je le tenais assez facilement. Alors on parle, on apprend à se connaître. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on ne connaît même pas encore le nom de chacun. Et en fait, en parlant, encore une fois, ça passe super vite. On arrive déjà au 55e kilomètre. Hein? Oui, vas-y, mais on arrive. Je m'allonge encore une fois et contrairement aux années précédentes où je me faisais dépasser du début jusqu'à la fin de la course, là je fais que doubler. Avec Guillaume, on enchaîne les dépassements. Et en fait cette sensation d'amélioration me galvanise tellement que je demande mon positionnement à chaque ravito. J'ai envie de savoir je suis placé combien. Sachant que l'année dernière, je m'en foutais mais royalement. Et là où ça n'était pas un objectif de base, ça devient comme une obsession. Donc j'entends que je suis placé millième. Je me dis ok, bah on peut passer les 900. Alors j'accélère, je continue de m'alimenter. Il fait beau et la course continue. J'adore le terrain au point où j'atteins des vitesses de 5,40 au kilomètre.
un moment, je vois devant un gars que je connais. Et oui, c'est encore Guillaume, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'arrive au ravito, chacun fait sa vie, et chacun repart quand il veut. On se donnait pas de point d'attente, de point de départ. Le plan de Guillaume, c'est de rester à la même vitesse constamment. Marcher quand il veut, récupérer un peu, et surtout au ravito, prendre ce dont il a besoin et repartir directement pour ne pas laisser son corps le temps de refroidir. Et donc, on atteint la base de vie, 66e kilomètre. Il était en avance sur ses temps et moi j'avançais bien avec lui, alors on courait ensemble. Moi il me permettait en fait de rester à une allure solide sans trop me cramer. Et d'ailleurs à ce moment-là, une autre personne nous rejoindra. Les gars, 70 km avec la relève, et puis Guillaume devant. On s'est fait une petite équipe là. On se motive. 70. C'est bientôt fini, on a fait la moitié, un peu plus de la moitié. À partir de là, j'ai arrêté de trop filmer. Manque d'énergie, manque de concentration. Et surtout, j'étais avec Guillaume et je voulais pas l'embêter avec ça. En plus, au 75e kilomètre, je retrouve Tristan, Nathan et Sylvain. J'ai fait 75 km en à peu près 10 heures. Alors que l'année dernière, j'en avais fait 83 en presque 13 heures. Les progrès sont là. Je me sens bien en plus de ça. Alors forcément, mes jambes piquent depuis le 30e kilomètre. Mes ischios crient, les genoux piquent à chaque montée. La nuit tombe, pareil à Buc. Chacun fait sa vie avec Guillaume. Et en fait, je le rejoins aux 80 km à peu près. Putain, c'est dur les gars. Fait que monter là. Ah putain. Encore une fois, bon, je connais sa stratégie maintenant, je comprends pourquoi il est devant, mais je me dis qu'il avait chopé quand même une belle avance juste en ne mettant pas trop de temps au ravito. J'arrive au ravito 88. 80 km. L'année dernière, on avait terminé. Là, on l'a fait en 11 heures. 1h40 d'avance. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Oh, tes pieds. Ouais, 90 les gars. Et là, ça commence vraiment à piquer dans les jambes, partout. Ça devient très dur. Puis j'arrive au ravito 95. Allez, vite, vite. Les douleurs sont les mêmes, mais on continue jusqu'à enfin arriver au 110e kilomètre. Dans ma tête, une fois que j'arrivais là-bas, c'était fini. C'est bon, je l'ai fait. Que s'est-il passé? Je ne faisais que demander mes places arrivées à chaque ravito. Au 80e, je fais le début avec Guillaume, car je le rejoins, mais je le laisse sur place, car je me sens bien. Comme si on venait de commencer la course, alors j'accélère. On m'annonce que je suis 500e, alors je vais chercher le top 300. Arrivé au ravito 88, je dis à la personne qui m'accompagnait que je vais aller super vite. Et alors j'atteins le ravito 95 en moins d'1 heure, chose que j'aurais jamais faite l'année dernière. Je suis content, je me sens bien, je crois que c'est le meilleur moment de la course. Alors, je m'assois, je m'allonge et je me dis qu'il reste plus qu'un segment, c'est bon, c'est gagné. Mais en me relevant, mes jambes sont raides, elles crient de s'arrêter à chaque mouvement, j'ai mes ampoules qui brûlent, je boite. Alors je me dis, comme toutes les autres fois, que mon corps va se réchauffer.
Surtout qu'on s'apprête à faire le segment de la mort. Celui qui mène au dernier ravito 15 km et 300 de D+, pour arriver au 110. Mais en fait, arrivé au 100e kilomètre, j'y arrive plus. Je suis avec Guillaume, car même si je suis arrivé en avance sur le ravito 95, je le vois passer et je décide de repartir avec lui. À ce moment-là, il me parle énormément, il me pose des questions, il me maintient éveillé. Il me donne à manger car je n'avais même pas pris assez pour ce segment. Et je sais inconsciemment que si je le laisse partir, jamais je n'arriverai à redémarrer. Alors, du 100 au 106e kilomètre, avec mon état, j'arrive à le suivre. Mais sur une montée, je le laisse partir. Et je lui en veux absolument pas parce que c'est ce que j'ai fait sur les 2 derniers ravitaux. Et c'est sûrement ce que j'aurais fait à sa place. Alors je marche. Il me reste 4 km à faire pour arriver au ravito, mais je vais arrêter. Je commence à appeler la personne qui était avec moi et lui dire que j'arrête. J'arriverai pas à finir, je veux rentrer. Non, c'est plus rien. Plus rien. Mais en fait, je suis obligé d'aller au prochain ravito parce que je suis en pleine forêt, je suis au milieu de rien. Et bizarrement, il n'y avait personne. J'ai vu 2-3 personnes passer sur ces 4 derniers kilomètres. Et en fait, pour faire ces 4 derniers kilomètres, j'ai mis 2 heures. Et je me dis que s'il faut que je continue comme ça pour finir les 10, c'est impossible. Et à ce moment-là, une fois dans la voiture, je ne pense qu'à une seule chose, rentrer. Mais si je m'étais posé 30 minutes, réchauffé, je me serais alimenté, je les aurais finis ces 10 foutus kilomètres. Et si. Voilà ce qui reste dans ma tête. Pourquoi tu t'es arrêté si proche du but? Qu'est-ce que je m'en veux? De base, je voulais juste terminer cette course, moi. Mais l'esprit de compétition m'a eu. J'avais les armes pour me défendre cette année, mais j'ai grillé des étapes. Et ça n'arrivera plus. Guillaume finira cette course en 17 heures. Alexis, qui était dans un état assez compliqué, la finira en 19 heures. Et franchement, bravo à eux. C'est tellement simple de ne pas regarder les progrès qu'on a fait, de se focaliser sur les points négatifs. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps vrai. Des fois, les gens vont plus te le faire remarquer que toi-même. Sauf que c'est pas évident d'avoir la bonne personne qui va te dire exactement ce que tu dois entendre sur tes progrès et ce que tu peux améliorer. Toujours été moyen dans tout ce que je faisais, aucun talent particulier dans quoi que ce soit. Ce ne sont pas des excuses ni un moyen d'abandonner. D'ailleurs, la plupart du temps, je ne pense pas à tout ça. Mais quelquefois dans l'année, notamment quand j'arrive au bout d'objectifs que je me suis moi-même imposé, je ne peux pas m'empêcher de dire que je ne suis rien d'autre que moyen. Le problème, c'est que plus tu grandis, plus tu découvres des choses, des disciplines, et plus tu veux commencer un domaine qui a l'air intéressant, et plus tu te rends compte de ta situation. Il y a tellement de personnes qui ont déjà fait du trail depuis des années, tous commencent de tellement plus loin que toi. Alors tu vois la longue route qui se dresse devant, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. On n'est pas obligé d'être numéro 1 pour se sentir accompli dans n'importe quel domaine. Mais les gars, quand tout va mal et que tu échoues si près du but, c'est tellement simple de se sentir médiocre face à ça. Vouloir devenir numéro 1, c'est grimper une montagne qui ne se termine jamais. Je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée dans ce genre de pensée. Mais a-t-on vraiment le temps de regarder constamment en bas? La montagne peut paraître interminable, mais elle ne se fera pas plus petite en baissant la tête. Ok, les marches pour y arriver sont interminables, mais c'est pas comme s'il y avait un obstacle devant moi pour m'y empêcher. Et puis les gens qui ont un meilleur niveau ou qui ont réussi cette course sont aussi passés par là. Et c'est en leur parlant que l'inspiration m'est venue. La façon dont Guillaume est resté positif tout du long de la course, Alexis qui était dans un bien pire état que moi, sans doute, et qui a quand même fini cette course, la seule chose à faire, c'est de continuer d'avancer, de lever la tête, d'apprendre de ses erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit plus tard pour d'autres défis un peu plus fous les uns que les autres. Bonne soirée, bonne journée. Salut.いつも色のない舞台に立ってなおその